Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les échanges commerciaux entre le Bénin et ses voisins ne sont pas aussi reluisants ces derniers jours. Vous le savez, avec le Nigeria, les frontières sont fermées depuis quelques jours. Avec le Niger, plus question d'exporter le riz. Désormais, c'est le pays des hommes intègres qui entre dans la danse. Depuis le lundi dernier, le Burkina Faso a sorti un communiqué pour interdire l'entrée de certains produits d'exportation sur son territoire. Les importations d'huile alimentaire et de sucre sont désormais prohibées dans ce pays. Le gouvernement burkinabé a en effet annoncé le gel des délivrances d'autorisation spéciale d'importation de produits selon le communiqué publié par les autorités. Cette restriction des achats devrait permettre aux acteurs de trouver des solutions au grave dysfonctionnement du marché des produits concernés. Alors, vigile avancée, tous les pays avec lesquels le Bénin partage les frontières prennent des décisions pour interdire l'exportation de certains produits sur le territoire. Des décisions prises pratiquement dans la même période. Quel lien vous faites de ces différentes réactions? C'est aussi simple de mon point de vue. Vous savez, quand cette situation était arrivée, cette situation qui dure désormais plus de 3 semaines, Oui. eh bien, on se posait les questions et on avait ce soupçon-là que le Bénin était, n'est-ce pas, sans doute la cible privilégiée du Nigeria. Parce que avant cela, il avait eu, n'est-ce pas, quelques signaux, notamment ce coup de gueule de l'homme d'affaires Dangote, qui n'est pas n'importe qui au Nigeria, n'est-ce pas? Il avait ces plaintes, on va dire, récurrentes du Nigeria par rapport au Bénin avant Dangote. Je ne remonte pas jusqu'à l'accord de Badagry entre le général Mathieu Kérékou à l'époque et Le président d'alors, le président d'alors, nigérien, comment il s'appelait déjà là? Ol- Obasanjo. Olusegun Obasanjo. Voilà. Donc, tout cela mis ensemble, on soupçonnait que c'est sans doute pour éviter un clash entre le Bénin et le Nigeria, n'est-ce pas, pour ne pas, pour que ça n'ait pas l'air d'un clash, donc que ce soit pas trop frontal, que la décision avait été prise d'associer, n'est-ce pas, les autres pays comme le Cameroun, comme Le le Niger. Niger, voilà, les autres pays limitrophes du Nigeria. Puis, et cela pouvait se constater aisément. Hein. Pour ceux qui ont la possibilité, vous n'aviez qu'à faire attention aux informations sur les chaînes de ces pays-là. Et vous voyez que les populations, ce n'est pas une préoccupation comme c'en est une ici, dans notre pays. Et puis, chemin faisant, il a quand même eu quelques bribes d'informations, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas très officiel. Puis, il a eu cette rencontre entre le chef de l'État béninois et son homologue nigérien au Japon, notamment. Puis, on a commencé par lire les articles des journaux nigériens. Et pour eux, c'était sans embâche. Le problème était le Bénin. Ils reprenaient presque mot pour mot, n'est-ce pas, les accusations de l'homme d'affaires Dangote, à savoir que on ne peut pas être un pays viable à côté, on ne peut pas avoir un voisin comme le Bénin et être économiquement viable. C'est ce qui est revenu. Donc, pour moi, que le Niger ou le Burkina, comme on l'avait dit, se mêle à la danse, cela ne vient que pour repréciser, n'est-ce pas, les intentions du Nigeria, ne vient que pour repréciser que le mal pour eux, c'est le Bénin, peut-être le mal absolu. Je ne pourrais pas le dire comme ça parce que c'est sûr, la contrebande, il doit en exister, même avec le Cameroun, le Tchad et les autres et l'autre pays. Voilà. Mais Halilat Draman, est-ce que vous trouvez effectivement que c'est en réponse à la réaction du Nigeria en fermant ses frontières avec les pays frontaliers que voilà, le Niger et le Burkina Faso aussi ont pris cette décision d'empêcher l'arrivée sur le territoire de certains produits? On pourrait toutefois avoir des réserves si ces deux pays avaient pris des décisions en dehors de la décision du Nigeria. Pourquoi ces pays ont attendu que le Nigeria prenne cette décision forte
qui aujourd'hui paralyse presque le Bénin, même si certaines personnes ne veulent pas le reconnaître, qui paralyse le Bénin pour en ajouter. Nous avons constaté, le Nigeria a parlé de 28 jours. C'est vrai qu'au début, on insistait sur le fait que ce n'est pas que le Bénin qui soit concerné, pour nous dire que diplomatiquement, ce n'est peut-être pas ce que soupçonnent beaucoup de personnes en rapport aux relations que le président béninois entretient avec le président Boari, en rapport à tout ce que Dangote a eu à dire, ses appréhensions sur la gouvernance au Bénin. Mais des jours après, nous avons constaté que le Burkina Faso et le Niger sont entrés dans la danse pour signifier qu'au-delà du Nigeria, eux également, ils veulent interdire l'importation du riz, l'importation de l'huile, l'importation du sucre. Ces pays qui constituent des grands marchés pour le Bénin, dès que le produit passe par le port béninois, ces produits sont vendus dans ces pays-là. Aujourd'hui, quand ces deux pays se positionnent comme ça, alors que nous savons que diplomatiquement, le Nigeria et le Bénin ne sont pas en de bons termes, en rapport avec tout ce qu'il y a eu avec les élections législatives, qu'on constate que quelques jours après, ces pays également prennent des décisions qui aujourd'hui viennent comme des décisions en soutien au Nigeria, pour paralyser le Bénin, paralyser peut-être pas dans l'objectif premier, puisque aujourd'hui ceux qui ressentent ça, ce sont les acteurs à la base, ceux qui côtoient le Nigeria et qui côtoient peut-être ces pays-là également, les frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Ceux qui échangent entre ces deux pays-là. Voilà. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, que ce soit diplomatiquement, que ce soit politiquement, même si on n'a pas envie de voir le lien direct, on se demande pourquoi ces deux pays-là ont attendu que le Nigeria prenne cette décision-là. Est-ce que, en dépit du Nigeria qui a fermé ses frontières, si c'était aussi ressenti que le Bénin, pourquoi ne pas resserrer les liens avec le Bénin pour que, comme l'a demandé Boari, et d'après les bruits de couloir et de l'échange qu'a eu le président béninois Patrice Talon avec Boari au Japon, pour que ces pays-là puissent s'entendre déjà une fois au sommet de la CEDEAO, puissent discuter avec le Nigeria pour trouver des voies de sortie. Si le Nigeria attendait que le Bénin voit ses homologues pour discuter de la question afin que globalement la solution soit trouvée, pourquoi ces pays déjà se retirent et font comme le Nigeria? Ça veut dire que même s'il y a discussion, il y en aura, le Bénin ne pourra pas demander à ces pays-là de se rallier à lui pour pouvoir convaincre le Nigeria de sortie, puisque le Bénin également est en position de faiblesse par rapport à ces pays-là qui déjà ferment leurs frontières au Bénin. Donc aujourd'hui, qu'on le voit du côté diplomatique, du côté politique, on constate que ces pays prennent la même voie que le Nigeria, et donc c'est difficile de ne pas penser que c'est une solution partie du Nigeria, oui, peut-être pour amener pour attirer le Bénin, les attentions du président béninois ou le Bénin en général sur une question sur laquelle le Nigeria n'est pas d'accord, sur laquelle les autres pays également, les autres pays également ne sont pas d'accord, et donc pour pouvoir faire réagir le Bénin, parce qu'on sait que économiquement, vous voyez, peut-être, on ne sait, et le sommet c'est le week-end, on est aujourd'hui et jeudi, qui sait si demain un autre pays va également faire comme le Burkina Faso et le Niger, aussi après le sommet. Il reste le Togo. Voilà, aussi après le sommet, et une solution n'est pas trouvée si les autres pays ne vont véritablement pas se rallier et mettre le Bénin totalement en difficulté. Donc, mais... Gabin Azoma, vous avez suivi ces différentes réactions. Le communiqué du Burkina dit ceci: le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat porte à la connaissance des opérateurs économiques que la délivrance des autorisations spéciales d'importation d'huile alimentaire et de sucre est suspendue jusqu'à nouvel ordre, ce pour compter de la date de signature du présent communiqué. Cette suspension intervient suite aux différentes concertations entre le département en charge du commerce et les distributeurs dans le but de trouver des solutions au grave dysfonctionnement du marché des produits concernés. En conséquence, il est rappelé à l'attention des opérateurs économiques que, conformément au régime général des importations et des exportations en vigueur, toute
importation sans titre constitue une infraction et sera puni comme tel. Gabin Azoma, est-ce qu'un tel communiqué vise le Bénin? Le communiqué parle de dysfonctionnement lié aux produits que vous avez cités, mais on ne donne pas des précisions sur ces dysfonctionnements dont on parle. Je pense que c'est une décision qui vient de façon subite et qui laisse croire qu'il y a, un peu comme ce pays et le Niger peut-être soutiennent le Nigeria dans cette décision qui est prise pour isoler un peu le Bénin sur le plan économique, on peut dire. Mais je pense que en réalité, tout est parti du Nigeria. Le Nigeria qui ferme ses frontières avec une longue durée, ce qui n'est jamais arrivé parce que il est déjà arrivé que le Nigeria ferme ses frontières avec le Bénin, mais ça n'a pas duré si temps. Et donc aujourd'hui, si on en est là où depuis 3 semaines les frontières sont fermées, ça veut dire que fondamentalement il n'y a que le Nigeria fait miser sur sa puissance économique pour peut-être rappeler au Bénin quelque chose qui se passe mal ici, sait-on jamais. Mais de toutes les manières, moi je pense que si on interdit au Bénin d'importer d'amener des produits sur le territoire burkinabé ou nigérian, est-ce que le Bénin ne va pas désormais penser à redéfinir un peu la politique de production locale, parce que le Nigeria ne refuse pas par exemple le riz qui est produit au Bénin. Et donc, si aujourd'hui le Nigeria interdit donc, du riz qui est importé de l'Occident ou encore de la Chine, je pense que c'est une opportunité de mon point de vue pour le Bénin pour désormais booster la production rizicole et permettre à nos producteurs de pouvoir avoir accès à ce marché du Nigeria. Mais de toutes les manières, le Nigeria, le Bénin et les autres pays doivent discuter avec le Nigeria. Et quand je vois le Burkina qui déjà prend cette décision-là, je me demande si fondamentalement il n'y a pas quelque chose qui est en train d'être tramé contre le Bénin, justement sur le plan économique ou diplomatique. Donc c'est là toute l'inquiétude parce que moi je ne m'attendais pas à ce que... Est-ce que les chefs d'État de la sous-région ou ces chefs d'État qui ont déjà quand même, ou ces pays qui ont pris des décisions allant dans ce sens, est-ce que vous pensez à une concertation? Puisque c'est vrai, ils n'ont pas pris une décision conjointe, mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une concertation ou peut-être une pensée de vouloir effectivement agir contre le Bénin? Je pense que tous les pays qui sont concernés actuellement font partie de la CEDEAO. Et donc, le Nigeria qui prend cette décision-là ne peut pas agir effectivement sans avoir quand même quelques assurances donc, au niveau de cette institution-là. Et donc, pour moi, ces pays doivent forcément se rencontrer dans ce même creuset-là pour discuter et voir comment normaliser les relations économiques parce que le Bénin ne peut pas ne pas profiter du Nigeria. Et donc, il est hors de question que les relations commerciales entre le Nigeria et le Bénin soient brouillées, soient tendues au point où, bien entendu, notre pays ne soit plus à même de commercer librement avec le Nigeria. Et pour moi, quelque part aussi, ça peut violer, de mon point de vue... les accords de libre-échange. Oui, on a signé tout récemment un accord, la ZELCAF, si je ne m'abuse. Et donc, si dans la foulée, cette décision intervient, je me demande, est-ce qu'on ne veut pas quelque chose et en même temps son contraire? Et donc... la discussion doit pouvoir se mêler de bonne foi entre ces différents acteurs, ces différents pays pour qu'effectivement la solution la plus adéquate soit trouvée afin que les choses puissent reprendre normalement. Mais si nous avons un pays comme le Bénin à côté du Nigeria où on a une gouvernance qui ne répond pas véritablement à ce qui est recommandé et que les hommes d'affaires, effectivement, ne sont pas en phase avec le régime, alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Au Nigeria, on sait que les hommes d'affaires sont chuchotés, ils sont caressés dans le sens du poil parce qu'on sait ce que ces personnes apportent. Et donc, mais ce n'est pas aujourd'hui le cas au Bénin où les hommes d'affaires sont obligés d'être hors du territoire. Et donc, tout ça peut-être pour amener nos autorités à revoir la formule, comment on travaille à intéresser les vrais acteurs de l'économie. C'est de ça qu'il s'agit de mon point de vue. Et donc, les échanges doivent se poursuivre entre ces deux pays-là, entre ces différents pays. Puisqu'ils sont aujourd'hui 3 à prendre des décisions, vigier l'avancée. Quel est finalement l'objectif quand on prend une décision de la sorte? Le Nigeria qui ferme ses frontières, le Niger qui prend une décision pour refuser certains produits de réexportation sur son territoire, le Burkina qui finalement prend la même décision. Vous l'avez tout à l'heure dit que ça vise peut-être le Bénin, mais si c'est vraiment le Bénin que toutes ces décisions visent, dites-nous, est-ce pour punir le Bénin, pour punir nos opérateurs économiques ou pour nous amener ou pour amener les autorités béninoises à changer de comportement?
Mais vous savez, il faut aller à la jeunesse, peut-être expliquer un peu ce qui se passe. Il s'est trouvé que le Nigeria est en train d'appliquer aujourd'hui une politique économique qui est claire. Une politique économique qui rappelle l'économie fondamentale, dont on connaît bien la théorie ici avec Bertin Korovi, qui a toujours appelé à cela. Donc le Nigeria a fait l'option de l'économie fondamentale, qui est aussi simple. Vous êtes riche, d'abord parlant d'un pays, vous êtes riche parce que vous consommez ce que vous produisez. C'est-à-dire, si vous consommez ce que vous produisez, vous envoyez cet argent-là ailleurs, là où vous allez acheter. Donc, quand vous allez acheter plutôt des tissus, pour ne donner que cet exemple, en Chine, vous en commandez en Chine, vous faites ceci, vous allez développer les industries, n'est-ce pas, de la Chine, les usines de la Chine. Ce sont les emplois de la Chine que vous créez, que vous entretenez ainsi. Et vous vous laissez pauvre, vous jeter dans la pauvreté, le peu que vous avez comme ressources, vous envoyez ailleurs, et vous, vos enfants crient chômage, ils crient ceci, ils crient avec tout ce qu'on connaît. Le Nigeria a fait cette option-là, et depuis un certain temps, au Nigeria, notamment avec le président Buhari, vous êtes une banque. Il vous est imposé de passer de l'argent, n'est-ce pas, au Nigeria pour des activités, des investissements, essentiellement dans des secteurs comme le secteur agricole, l'industrie, la petite industrie, les PME et consorts. Cette politique, ils sont allés jusqu'à, n'est-ce pas, interdire pour cette réussite, puisqu'on vous dit, vous consommez ce que vous produisez, et c'est ça qui nous rend riches, parlant des Nigériens. Ils sont allés jusqu'à prendre des mesures, n'est-ce pas, pour interdire des importations. Bon, c'est simple, hein, pour interdire des importations, il suffit d'augmenter les taxes. C'est-à-dire, vous en amenez, mais vous savez que vous allez ça vous coûte, ça vous très cher, voilà. au point où ça vous décourage. Finalement, c'est plus rentable. C'est plus rentable. Donc, cette politique est appliquée au Nigeria et il n'est pratiquement plus possible d'importer par les ports du Nigeria, n'est-ce pas? Seulement que cette politique a eu une insuffisance, à savoir qu'il n'avait pas prévu les frontières, notamment terrestres. Cette interdiction n'est pas faite aux frontières terrestres. Cela dit, l'obligation de dédouaner plus cher, donc, disons, le mécanisme pour décourager reste toujours. Vous allez voir pour ce qui s'est fait, ce qui n'est pas une fermeture absolue comme on en a constaté par le passé, c'est une fermeture partielle, on va dire, de la frontière, notamment pour les biens. Ce n'est pas facile de faire entrer ça désormais. Donc, vous allez voir qu'ils ont associé aussi bien la douane que d'autres corps militaires, n'est-ce pas, pour la réussite. Parce que, oui, si ça ne aboutissait pas juste là, c'est parce que aux frontières, justement, ces forces de l'ordre là sont complices, notamment la douane. Ils sont complices, donc ils ont mis en place cette politique là pour pouvoir voir un peu ce que ça va donner. Et ce que vous observez du côté du Niger, du Burkina Faso, ce n'est rien d'autre que le leadership du Nigeria. Ce n'est rien d'autre que le leadership, l'influence du Nigeria qui, pour se protéger, vous allez voir, avant même la mesure du Niger, il avait d'abord eu un semblant d'accord entre le Niger et le Nigeria, comme certaines facilités où on avait dévoilé que, ah bon, donc c'est vraiment le Bénin qui est la cible, avant de voir, n'est-ce pas, cette mesure-là du Niger qui interdit les importations. Et ça, c'est le Bénin qui est visé, encore une fois, il n'a pas d'embâche, vous avez dit, puis il a dit peut-être. Je n'ai pas dit peut-être, c'est réellement ça. Parce que le Niger n'a pas de façade maritime, ils n'ont pas de port. Le port qu'ils utilisent, c'est le port de Cotonou. Tout à fait. Ou le port de Lomé aussi. Oui, ou le port, mais en grande partie, le Niger, en tout cas, ça je sais, utilise en grande partie à près de plus de 60% le port de Cotonou. Le Burkina, dans une certaine mesure, oui, le port du Bénin, mais plus la Côte d'Ivoire, par exemple. Donc ça vise prioritairement d'abord le Bénin. Parce que le Nigeria veut protéger d'abord son économie.
veut protéger ses opérateurs économiques, veut protéger ses investissements. Je vous dis, vous êtes une banque au Nigeria, vous n'avez pas octroyé de prêts à certaines hauteurs au Nigeria pour créer des entreprises, pour accompagner cette politique, vous êtes sanctionné. Donc, chemin faisant, ils ont vu les faiblesses de cette politique-là, à savoir une certaine porosité par voie terrestre, par les frontières terrestres. Oui. Et la nouvelle donne, si vous voyez, vous lisez les journaux nigériens, vous écoutez la presse nigériane, la nouvelle donne, c'est qu'il y a comme une certaine augmentation, n'est-ce pas, du trafic entre le Bénin et le Nigeria, notamment depuis 3 ans. Et la coïncidence, c'est l'avènement du régime de Patrice Talon, donc, et en même temps le PVI nouvelle génération, n'est-ce pas? Oui, quel est le lien Le lien, c'est que les Nigérians, la presse nigériane, quand ils sont gentils, ils disent que le PVI, vous savez, on ne va plus vous dire qui sont les promoteurs, les propriétaires du PVI. Donc, les Nigérians font le lien et se disent que ils sont en train d'enrichir un homme. Et ils se disent, non, c'est pas ils enrichissent. Le PVI, je vous ai entendu développer si bien. Le PVI, c'est quoi? C'est le tracking. Et avant le tracking, c'est le scanning. Le scanning, c'est... Alila, tu es là, je vous donne un exemple. J'ai la possibilité de vous éventrer, de savoir à peu près ce que contient votre ventre. C'est exactement la même chose que le scanning fait. On sait le produit qu'il y a à l'intérieur. Le tracking, vous avez emporté votre produit du port, vous le sortez du Niger. Je vous suis et je sais que le produit est effectivement sorti du Bénin. Quand c'est à Parakou, j'ai vu, ah oui, c'est à Parakou, je sais ça déjà sur le tableau ici. Quand c'est à Segbana, on sait déjà. Quand c'est à Kandi, quand c'est à Maradi, quand c'est entré au Niger, on sait. C'est ça le tracking. Donc, on peut dire que le Bénin est suffisamment outillé pour lutter contre la contrebande. Mais si ça ne fonctionne pas, les Nigérians se disent, mais si ça ne fonctionne pas, il se passe quoi alors? Il se passe tout au moins une complicité, estime-t-il, entre, n'est-ce pas, les autorités béninoises et la contrebande, pour ne pas dire les contrebandiers. Autrement dit, le péché du Bénin, c'est d'avoir favorisé, en quelque sorte, l'écoulement de ces produits. Vous savez, c'est aussi simple. Je donne un exemple. Nous sommes 11 ou 12 millions de Béninois. Mettons, nous consommons par an 50 000, c'est un exemple, 50 000 tonnes de riz. Mais les autorités béninoises, avec, mettons, plutôt le PVI, grâce au PVI, on sait qu'on importe plutôt 100 000 tonnes de riz. Mais les 50 000 tonnes vont où? Passent par eau. Pour eux, pour les Nigériens, il n'y a pas, on ne peut pas se tromper là-dessus. Mais, on ne peut pas se tromper là-dessus. Comment? Oui. On ne peut pas se tromper là-dessus. Donc, tout au moins, ils savent. Et puis, ceci, disons, cette fermeture nous a donné quelques informations tout de même. Le riz a du mal à passer. Mais l'essence et les autres pétroles, les autres produits pétroliers passent suffisamment. Cela veut dire que le chemin, n'est-ce pas, de l'essence, le chemin des produits pétroliers n'est pas le même que le chemin du riz, machin. Donc ça confirme, n'est-ce pas, cette complicité que je dénonçais tantôt entre la douane, et les trafiquants. Alors, quand il y a une complicité du genre, Halila Dramane, comment est-ce que vous trouvez la réaction du Bénin? Le Niger a réagi, le Burkina a réagi, le Bénin n'a sorti aucun communiqué, par exemple, pour refuser à ces opérateurs économiques l'exportation, c'est bien ça, non, l'importation de ces produits-là. C'est tout
tout de même quand même bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque mardi, je me rappelle de cette décision-là. Et quand je suis en circulation, j'imagine à peu près les personnes qui avaient l'habitude de passer par le Nigeria, comment elles se sentent chaque mardi. Parce que la décision est intervenue un mardi. Et quand chaque mardi, je me dis 3 semaines déjà. Qu'est-ce que le gouvernement en a fait? Qu'est-ce que le gouvernement dit? Parce qu'au-delà de tout, même si on estime qu'on ne peut pas être dans tous les secrets, j'estime que quand quelque chose se fait, il faut qu'on dise au moins, il faut informer la population. Qu'est-ce qu'on attend? C'est le gouvernement, c'est la personne, ce sont les personnes que nous avons choisies pour mettre en place une politique pour nous, pour s'assurer de notre bien-être, pour s'assurer qu'économiquement on peut survivre, parce qu'aujourd'hui beaucoup de Béninois vous diront qu'ils ne vivent pas, qu'on doit survivre. Mais quand 3 semaines passent et que le gouvernement ne dit rien, que le gouvernement ne nous dit rien sur ce qu'il fait, on se pose la question de savoir mais qu'est-ce que le gouvernement fait réellement? Et la réponse est claire. Si vous sortez, vous vous promenez un peu dans la rue, tout le monde vous dira le gouvernement ne fait rien, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas le temps de nous dire qu'est-ce que je fais. Et ce n'est pas, excusez-moi le terme, c'est nous manquer de respect, puisque le gouvernement est là pour nous satisfaire. Et on ne peut pas voir qu'économiquement, les Béninois s'essoufflent et que nous sommes à la veille de la rentrée, qu'on sait que beaucoup, au-delà du riz, aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés. On parle des agriculteurs, on parle des éleveurs, on parle même des maraîchers. La tomate, comme le dirait quelqu'un, la tomate pleure. L'ananas, la dernière fois, il y a eu un reportage sur les réseaux sociaux, les web TV, qui parlent de l'ananas. L'ananas aujourd'hui qui coûte, on peut dire, 25 francs. Ce sont des investissements que les gens ont fait et ils attendent des retours. Ces personnes-là n'ont pas de soutien aujourd'hui. Quand on ne peut pas être dans un pays et voir ses enfants pleurer autant et ne rien faire, même si vous n'avez pas de solution, compatissez. Il faut qu'on sente que le gouvernement s'en préoccupe, que le gouvernement également n'a pas de solution à nous proposer, mais au moins qu'on s'en préoccupe. Mais aujourd'hui, on a l'impression que rien n'est fait puisqu'on ne nous dit pas ce qui est fait réellement. Et quand on constate qu'un pays prend une décision de 28 jours, qu'un autre prend une décision pour dire tel produit, qu'un troisième prend une décision, mais attends, que rien, aucune sortie, mais vraiment, on a l'impression, oui, on dira, le président Patrice Talon, pardon, le président Patrice Talon a rencontré Muhammadu Buhari au Japon. Oui. Et donc, du moment où Muhammadu Buhari propose que la question soit discutée au cours du sommet, donc le président Patrice Talon attend peut-être le sommet pour que la question, pour discuter de la question. Mais au niveau interne, qu'est-ce qu'on fait pour venir en appui à toutes ces personnes-là qui ont des productions qui doivent passer au-delà du riz et de tout ce qui est importé que le Nigeria refuse de prendre aujourd'hui, tout ce qu'on produit au niveau local, qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire. Nous savons tous que ça... Les gens survivent à la limite et pendant ce temps, ils doivent encore faire face. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? C'est regrettable. Aujourd'hui, le gouvernement ne nous dit rien. Et si on estime que le gouvernement ne fait rien, on va peut-être trouver qu'on exagère. Mais les gens vous diront que le gouvernement ne fait rien parce que quand on fait quelque chose, même si on parle de normocommunication, il faut communiquer, il faut qu'on sente que vous êtes préoccupé par la question et que même si vous n'avez pas de solution concrète, même si la solution ne tombe pas aujourd'hui, vous y pensez, vous y penchez de temps à autre. Oui, mais la question justement avec la complicité de la régie, la question a été évoquée lors de la rencontre au Japon avec le président Buhari et puis le ministre des Affaires étrangères relié à Buenoshi a évoqué la question avec les hommes de la presse. Nous allons rapidement l'écouter sur ce qui a fait l'objet de cette rencontre entre les deux chefs d'État et nous continuons avec les échanges ici. Le Nigeria a un certain nombre de contraintes qui l'amènent aujourd'hui à faire un exercice qui malheureusement conduit à la fermeture des frontières. Ce sur quoi les deux présidents sont tombés d'accord, c'est de se revoir très très rapidement. C'est que cet étau lié à la fermeture des frontières soit levé pour que les raisons qui auraient conduit le Nigeria à prendre une mesure aussi drastique et qui appellent des actions de la part de notre pays, que ces actions-là soient prises. C'est ce que je peux vous dire. Donc, il y a du travail qui est en cours au niveau des administrations fiscales, de la douane, de la sécurité.
Et il y a eu une parfaite identité de vue entre les deux présidents. Il n'y a pas de tension entre le président Boiry et le président Talon. Ils ont discuté et je pense que nous allons avoir des solutions dans les jours à venir. Notre priorité aujourd'hui va être l'éducation et la formation professionnelle. Mais cela ne veut pas dire que nous nous fermons aux investissements privés, au développement de joint ventures entre des compagnies japonaises et nous-mêmes. La preuve, le gîte de Marubeni, nous ne disons pas qu'elle ne sera pas faite. Nous avons signé le MOU. Et nous ne nous fermerons pas à d'autres initiatives privées, à d'autres initiatives même publiques du gouvernement du Japon en direction de notre pays. Mais notre priorité, ce sur quoi nous allons travailler, la conversation que je vais avoir, que mes collègues du gouvernement et moi-même auront avec la partie japonaise, avec l'ambassadeur, avec le représentant de la JICA à Cotonou, c'est comment faire ce shift-là pour que nous allions principalement vers l'éducation et la formation professionnelle. Donc c'est la priorité qui a été définie par le président, parce qu'on ne peut pas assumer le développement du secteur privé si on n'a pas des gens qui sont compétents. Et nous n'allons pas prendre de l'assistance technique pour s'occuper des choses que nous sommes capables de faire si nous sommes formés. Donc ne nous fermons pas aux autres choses, mais le focus, c'est l'enseignement technique et professionnel et l'éducation. C'est ça la priorité. Voilà, à l'instant, le ministre des Affaires étrangères, Gabriel Azoman, vous l'avez suivi. C'est vrai que dans son point de presse, il est revenu sur les échanges avec la partie japonaise, puisque c'était donc à l'issue de cette 7e conférence de la TICAD. Alors, dites-nous, est-ce que les solutions proposées, puisque le ministre des Affaires étrangères a parlé de cette rencontre avec le président Boiry, qu'il n'y a pas un conflit entre les deux chefs d'État et que des dispositions sont également prises ici pour donc faciliter les échanges. Comment est-ce que vous trouvez? Est-ce que c'est suffisant pour le moment? Non, mais il a apporté une réponse, on va dire, un peu diplomatique à la question qui est posée. Parce qu'il n'est pas allé justement au fond de ce qu'on aurait voulu entendre. Puisque là, il dit que des dispositions se prennent au niveau de nos administrations fiscales et tout, pour que désormais le Bénin et le Nigeria puissent se parler. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria a donné un signal fort parce que ce pays ne veut plus que le Bénin continue à ruser avec le Nigeria dans les relations commerciales parce que c'est en réalité de ça qu'il s'agit. Le Bénin ne peut pas continuer par faire dans la contrebande et évoluer sur le plan commercial avec le Nigeria. Et donc, même si les deux pays échangent et discutent sur le sujet, c'est clair que le Nigeria va donc rester ferme sur désormais cette position qui est prise pour amener le Bénin à revoir la formule parce que, on l'a rappelé sur ce plateau, nous sommes un pays qui ne consomme pas ce que nous produisons et nous ne produisons pas ce que nous consommons et tout. Donc, le Nigeria n'est pas dans cette dynamique-là et donc aujourd'hui le Bénin a l'obligation d'aller à l'école de ce grand voisin de l'Est qui mise beaucoup plus sur le local. Et donc, si les discussions qui vont se passer entre les deux pays ne vont pas dans ce sens, c'est clair que la situation va rester telle que nous l'observons aujourd'hui et qui porte préjudice à beaucoup de Béninois qui avaient pris l'habitude de miser un peu sur les relations commerciales entre le Bénin et le Nigeria pour se sortir d'affaires. Maintenant, le Bénin a donc, c'est donc ce qu'il y a à faire, c'est véritablement assainir les relations commerciales donc, entre le Bénin et le Nigeria pour qu'effectivement ces actes que ce pays ne... L'assainissement là passe par où? Refuser l'importation de ces produits-là? Oui, mais c'est ce que dit le pays depuis 6 ans. C'est-à-dire que les produits qu'on nous ramène de l'autre côté ne doivent pas transiter par le Bénin pour aller au Nigeria. Et donc, si eux n'ont pas l'habitude de le faire, ce n'est pas le Bénin qui va prendre l'initiative de pouvoir inonder le territoire de produits venus d'ailleurs. Alors que là-bas, les hommes d'affaires investissent, par exemple, dans la production du riz, ils investissent dans la production de tout ce que vous savez. Et donc, si c'est cela, je pense que ça ne va pas les arranger. Vous avez entendu Aliko Dangote tout dernièrement qui quand même a lancé ce coup de gueule-là. Et donc, tout ça, ça doit pouvoir amener le Bénin à comprendre ce dont il s'agit et revoir donc notre politique à l'interne parce que nous misons beaucoup plus sur le coton que sur d'autres choses qui pouvaient quand même permettre au Bénin de se sentir à l'aise et de ne pas avoir le sentiment que, bon, sans le Nigeria, on ne peut pas exister. C'est en réalité ça. Donc, faisons en sorte que, même si le Nigeria ferme ses frontières 24 sur 24, que le Bénin puisse quand même être à même de pouvoir continuer à mener des activités à l'interne et que les Béninois puissent
pouvoir s'en sortir. Vigile Avancé, le week-end prochain, le samedi plus précisément, il y aura un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone et le président Patrice Talon, que ce soit également Boari, le président du Niger, Issifou et Kaboré vont se voir à cette rencontre-là. Quels sont les arguments que le Bénin doit amener à ce sommet pour véritablement amener les autres présidents, les autres chefs d'État, les autres pays à comprendre l'enjeu de la libre circulation, le commerce dans la région? Qu'est-ce que le Bénin doit aujourd'hui faire? Cette réponse nous est venue du Nigeria aujourd'hui, où le contrôleur général des douanes du Nigeria, justement, le colonel Hamid Ali, a dit que le Nigeria va maintenir les frontières fermées jusqu'à ce que la politique du Nigeria par rapport aux importations, par rapport à la réexportation des pays voisins, eh bien, cette politique-là soit comprise et qu'on puisse aller dans le sens du Nigeria. Donc, il a été clair. Pour moi, on en est là aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, dépasser les 28 jours, on peut excéder. Absolument, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que 28 jours dont on parlait. Et puis, si vous avez bien suivi les retours, et si vous avez écouté les Béninois, c'est vrai que l'officiel, on n'en a pas entendu parler. Alilat déplorait ça, je vais revenir là-dessus. Oui. Mais si vous avez bien suivi les acteurs qui commercent avec le Nigeria, pour eux, dans leur tête, il faut que les 28 jours-là arrivent très rapidement et qu'on sorte de là et qu'ils recommencent leurs activités vers le Nigeria. Mais le Nigeria n'est pas dans cette logique. Mon Dieu, le Nigeria n'est pas dans cette logique, je vous dis. Pour les Nigériens, et ça, c'est ce que vient de rappeler donc ce douanier en chef, eh bien, il faut que le Bénin sache désormais que c'est jusqu'au boutisme. Non, pas jusqu'au boutisme. Que le Nigeria ne peut pas prospérer avec cette politique pour laquelle nous avons opté. C'est diamétralement opposé. Ça tue leur économie, c'est ce qu'ils disent. Donc, si on a mal, il faudrait vraiment que, pour répondre à votre question, oui, on puisse donner des garanties, des gages, n'est-ce pas, au Nigeria pour l'accompagner dans sa politique. Je ne sais pas si on a d'autres marges de manœuvre. Et j'en reviens à la question, donc, à la préoccupation de Alilat. C'est en cela qu'il va être difficile pour les autorités de monter au créneau, d'apporter une information officielle. Parce que ce n'est pas elles, ces autorités béninoises, qui mènent le jeu. Le jeu est mené depuis le Nigeria. Le Nigeria n'est pas entré sur le sol béninois. Le Nigeria n'a pas fait d'incursion. C'est vrai, ça viole les normes communautaires de fermer les frontières, même si c'est partiellement de cette manière-là. Mais le Nigeria reste le Nigeria. Et on l'a déjà entendu également, des journalistes nigérians dire que, bon, si ça va être ça, si même la CEDEAO ne va pas se plier à ça, le Nigeria pourrait se retirer de la CEDEAO, sachant que le Nigeria compte près du double, n'est-ce pas, des contributions à la CEDEAO. Et donc, le Nigeria n'est pas n'importe quel pays, même si, oui, je suis d'accord, j'en conviens, je l'exige. Pourquoi le Ils nous Nigeria doivent du respect également. Ils nous doivent du respect, mais en même temps, ils connaissent leur force de frappe. Et c'est là le rapport de force. Donc, en matière de rapport de force, aujourd'hui, je suis désolé, même si c'est le Bénin, le pays de talent, on ne peut pas grand-chose face au Nigeria. Oui, mais est-ce que ça explique le silence qu'on constate aujourd'hui? Oui, au moins je vous comprends la parole de compassion. C'est ça. Comprendre les autorités. J'ai ouï dire, je n'ai pas vérifié, qu'au Togo qui est quand même décalé d'un pays avec le Nigeria, qui n'a pas frontière directe avec le Nigeria, il a des mesures qui ont été prises également pour accompagner les opérateurs économiques, n'est-ce pas? Dans ce qui leur arrive, j'ai appris comme ça que les tomates qui sont vendues, qui, comme Alila le disait, pleurent. Les tomates ne pleurent pas qu'au Bénin, elles pleurent aussi au Togo. Mais là-bas, il me semble que les autorités togolaises ont prévu des mesures d'accompagnement. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est plus compatissant. Mais finalement, Alila Draman, quel est l'avenir de la ZLECAf? Nous avons tous opté pour la libre-échange entre nos pays. Et il faut rappeler également, Ulrich, que le Bénin a signé la ZLECAf après le Nigeria. Le Bénin a attendu que le Nigeria signe
pour faire pareil, même si on nous a dit que le Bénin a pris le temps de réfléchir, de penser au pourtour et au contour, et que ça a été fait le même jour que le Nigeria, que les gens ont dit que c'était le Bénin attendait des assurances du côté du Nigeria pour prendre cet engagement. On constate que cette assurance aujourd'hui n'a pas été une garantie, puisque le Nigeria, malgré la signature de cet accord, malgré que le Nigeria sache que le Bénin l'a fait le même jour que lui. Le Nigeria n'a pas pensé à ça quand il voulait prendre la décision. Donc la ZLECAf, on dirait sur les papiers, les accords resteront des accords. Mais est-ce que les accords nous obligent à ne pas penser d'abord à notre population, à ne pas penser à notre économie, à ne pas penser à la survie, au développement de notre pays? Les accords également protègent ça. Juste qu'il faut trouver le juste milieu pour ne pas, en prenant et en pensant à l'intérêt de votre pays, pour ne pas nuire à l'intérêt des autres. C'est en ça que c'est bénéfique d'être en accord. Mais aujourd'hui, si le Nigeria se targue de sa puissance vis-à-vis du Bénin pour nous flanquer 28 jours, on ne sait quand ça va finir. Est-ce que ça va s'arrêter dans quelques jours? Parce qu'on est déjà au 20e, si je ne me trompe, on a atteint déjà les 20 jours. Vous comptez bien les jours là. Je ne sais pas si ça va finir d'ici là. Donc l'accord, oui, mais encore que c'est en 2020 que si vous permettez, oui. Ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir du tout avec la ZLECAf, comme vous dites. Vous savez... Mais tout au moins, il y a l'esprit de partage entre les pays de la zone. Ça, c'est naturel. Même à la maison, votre voisin qui est derrière l'autre côté de la clôture, vous lui devez du respect. Vous ne pouvez pas, parce que c'est votre parcelle, votre domaine, faire n'importe quoi ici et qu'il ne puisse pas respirer de l'autre côté du mur. Alors. Voilà. Donc, ça, c'est les règles de bon voisinage. Nous, nos activités qu'on exerce ici ne peuvent pas, n'est-ce pas, empêcher le Nigeria de prospérer économiquement. Et cette exportation sauvage, qu'applique le Bénin, passer maître dans la contrebande, n'est-ce pas, ça viole même les lois communautaires. Je vous ai dit, les lois communautaires ne protègent que les produits de la communauté, donc de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que vous voyez? C'est le riz pakistanais, c'est le riz thaïlandais, mais c'est ça, ça n'a voilà, ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. Pour finir, je pense que nous allons en souffrir encore en attendant que ce sommet de samedi puisse révéler beaucoup de choses pour le plaisir des Béninois qui en souffrent. Gabi Azoman, sur la question pour finir, est-ce que d'ici ce sommet, c'est-à-dire samedi prochain, est-ce qu'on peut avoir une réaction prompte des autorités pour dénouer la situation? Non, mais le souhait de tous les Béninois aujourd'hui, c'est ça, c'est que le Bénin et le Nigeria puissent désormais avoir des relations qui se normalisent, parce que tout le monde sait que nous sommes dans un contexte où on fait la promotion de la coopération sud-sud, et donc on voit mal que cette discorde entre le Bénin et le Nigeria puisse perdurer dans le temps, et donc il est normal que les échanges qui vont se faire très prochainement puissent aboutir à quelque chose d'intéressant, et que le Bénin puisse effectivement revoir la formule et comprendre ce que le Nigeria souhaite désormais, donc en termes de coopération sur le plan commercial. Merci à vous, Gabi Azovon, merci à Vigil Awansé, merci également à Halilatou Draman. Les échanges commerciaux entre le Bénin et ses voisins, c'est de ça qu'il était question au cours de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure et pour la même émission. Bonsoir chez vous.